commencer après 10 minutes de retard euh, pour un atelier qui s'intitule Après le premier congrès du NPA révolutionnaire, où en est notre parti. On va introduire ce débat que vous imaginez pouvoir être extrêmement large, avec trois interventions. D'abord Marie-Hélène, ensuite Laurent, et puis moi-même. Et puis on va tâcher de laisser la place la plus longue possible à vos interventions. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, nous avons tenu le premier congrès cet hiver du NPA révolutionnaire, 2 ans après l'opération de scission-exclusion déclenchée par la majorité de la direction historique du NPA, avec l'aval de ses principaux porte-parole, Olivier Besancenot et Philippe Poutot. Alors pour les camarades qui animent la direction quotidienne de l'organisation depuis ce moment, donc de décembre 2022, et qui ont écrit donc le texte de bilan et d'orientation qui a recueilli 88% des votes exprimés durant les AG préparatoires, il s'agissait d'un congrès de transition. Alors une transition entre l'ancienne NPA, qui était donc née en 2009, et ce que nous sommes devenus aujourd'hui avec le NPA révolutionnaire, une organisation qui compte environ 700 camarades à l'heure actuelle, dont 40% ont moins de 25 ans, et qui, c'est sans doute le plus important, affirme clairement sa volonté de construire un parti communiste, révolutionnaire et internationaliste. Alors pourquoi ce terme de transition ? Une transition accomplie durant les 2 premières années de notre existence, avec une volonté chevillée au corps, celle de maintenir une organisation indépendante de la gauche institutionnelle, parlementaire, gouvernementale, pour ne pas brader l'héritage de l'expérience particulière du trotskisme en France, qui a su maintenir des organisations révolutionnaires sans les avoir dissoutes dans des partis larges ou des fronts d'organisation dirigés par des réformistes. Réformistes dont on pourra d'ailleurs discuter même le sens du mot réformiste. Alors, ce qui a nécessité cette bataille pour maintenir cette organisation, ça a nécessité de mener une bataille de légitimité par rapport au NPA créé en 2009. Car oui, nous nous revendiquons de cette expérience de construction d'une organisation politique à l'initiative et dirigée par des révolutionnaires pour tenter de combler un décalage qui existait entre l'écho rencontré par l'extrême gauche dans ce pays, notamment à travers les scores électoraux cumulés par exemple d'Arlette Laguillet et d'Olivier Besancenot entre 1995 et 2007, qui avaient quand même dépassé par 2 fois les 10%, de combler ce décalage entre cet écho et cette faiblesse numérique et aussi son éparpillement organisationnel. Voilà, donc nous nous inscrivons vraiment dans la continuité de cette expérience, mais nous avons voulu aussi initier une méthode, une expérience qu'on a appelée de la construction par la fusion, qui a été donc à partir de décembre 2022 initiée par 2 principaux courants politiques qui constituaient l'organisation, qui étaient issus du 5e congrès, donc les camarades issus de l'Étincelle et les camarades issus d'Anticapitalisme et Révolution. En fait, ces 2 courants sont eux-mêmes issus de 2 principales traditions du courant trotskiste en France, Lutte ouvrière et la LCR, qui avaient déjà en leur sein même fait côtoyer et mélanger ces mêmes traditions. Bon, on cite parfois les mercatos militants qui nous avaient traversés les uns et les autres, mais qui avaient aussi pratiqué différentes collaborations dans le passé, dans la chaleur des mouvements de la jeunesse ou de la classe ouvrière, depuis par exemple l'époque du CPE jusqu'aux différents mouvements contre la destruction du système des retraites ou bien contre la casse du statut des cheminots. Et 2 courants qui avaient aussi mené des bagarres communes au sein du NPA contre l'orientation délétère de la majorité historique en fait de cette
de cette nouvelle organisation née en 2009. On ne s'est pas découvert en fait les uns les autres en décembre 2022. On se connaissait bien. Et je crois que c'est quand même important à souligner. On avait du coup une certaine confiance les uns vis-à-vis des autres qui était quand même franchement nécessaire pour faire face à toutes les tâches qui nous sont incombées. Et donc cette confiance qui veut dire aussi une certaine, je dirais, habileté ou disons, je dirais, faculté à affronter une certaine compréhension commune, comme on le dit, de la situation et des tâches. Alors revenons un peu sur ces trois points un peu, c'est-à-dire déjà le contexte en fait dans lequel on était au moment de cette scission-exclusion provoquée par la direction historique du NPA, la majorité d'entre elles en tout cas. D'abord évidemment partout dans le monde on le sait et ici aussi on a une bourgeoisie qui est extrêmement à l'offensive, qui mène une politique de régression sociale, de coupe de budget des services publics, des licenciements dans les entreprises, des blocages de salaires. Et face à ça, on n'a aucune, évidemment, riposte organisée de la part des directions syndicales et une gauche, disons, de gouvernement ou de pouvoir qui, on sait, a mené des décennies de politique antisociale. Le PS et ses alliés au gouvernement, qui a évidemment entraîné, ce qui a entraîné beaucoup de désillusion, de confusion politique dans la conscience des travailleurs et qui a contribué à faire monter l'extrême droite, ses idées dans une frange de travailleurs déçus de ces options politiques. Mais on est aussi dans une situation de contexte quand même d'explosion sociale importante, récurrente depuis 2016, de grève, de mouvements de révolte, d'une certaine combativité, je dirais, récurrente des jeunes et des travailleurs qui ont fait preuve de beaucoup de résilience d'une certaine manière, qui sont retournés de multiples fois à la bataille, malgré l'absence de victoires significatives, loi travail, gilets jaunes, mouvement dans la jeunesse, grève contre les différentes réformes des retraites, secteur en lutte, cheminots et d'autres, lutte contre les licenciements, lutte contre les salaires, mobilisation dans la jeunesse sur les questions écologiques, féministes. Donc en fait une succession de batailles qui ont parfois entraîné des couches, je dirais, différentes, successives de notre camp social, mais en tout cas une situation qui n'est pas celle voilà, ni d'un écrasement, ni d'une atonie de notre camp social. Et du coup, dans ce contexte, on a vu émerger une gauche de la gauche, incarnée essentiellement par la France insoumise, qui est à la fois consciente de cette combativité, mais qui, au lieu de chercher vers de la tourner vers un affrontement généralisé avec le système, cherche à la canaliser vers une issue institutionnelle. Vous connaissez tous le fameux slogan de Mélenchon, économisez-vous des kilomètres de manif, votez Mélenchon. On l'a pu le voir encore hier, suite à l'annonce de la dissolution, enfin pas la dissolution, j'anticipe, mais disons la demande de vote de confiance de Bayrou, la France insoumise nous dire, bon bah voilà, le 8, on vote la censure, et le 10, on dégage Macron, et bien sûr après on se présente comme des recours institutionnels. Alors cette gauche radicale, elle articule les deux, c'est-à-dire un espèce de vernis combatif, mais qui a clairement contribué notamment à remettre en selle, avec l'opération du nouveau Front populaire, le Parti socialiste, qui a évidemment énormément, on le sait, tapé fort sur notre classe sociale, désespéré les travailleurs, et on trouvait que, évidemment, dans ce contexte de cette combativité qui s'exprime et cette recherche tangible, en fait, de reprise en main de notre sort, d'avoir cette gauche de la gauche qui, se prétend radicale, ça a évidemment, je dirais, polarisé, en fait, une partie de nos camarades de l'ancienne direction du NPA qui, en fait, étaient prêts à brader en fait toute cette expérience de construction d'organisation indépendante de cette gauche. On a vu nos camarades de l'AB chercher l'alliance avec le nouveau Front populaire, mener une politique suicidaire par rapport à ça, et donc gravissime à la finale pour notre classe. Pour mener à bien ce projet, il fallait qu'ils en finissent en fait avec la coexistence avec nous au sein du NPA. Et faute quand même de majorité acquise à cette orientation politique, ils ont utilisé
des méthodes qui sont contraires à la démocratie révolutionnaire. Ils ont provoqué une scission de fait de l'organisation, mais ils ont pris le risque, ils prenaient le risque en même temps de faire disparaître en fait une de ces organisations révolutionnaires qui existaient dans ce pays. L'ancienne direction historique majoritaire du NPA a fait le choix de s'allier aux élections avec le nouveau Front populaire et de nous déposséder en fait d'un outil pour mener une autre politique. Et ils ont cherché à nous virer concrètement en disant écoutez, le NPA passe avec armes et bagages du côté du nouveau Front populaire. C'est à ça qu'on a résisté, dans la continuité des bagarres d'orientation qu'on avait menées dans le NPA depuis sa fondation, de ne pas contribuer à porter de l'eau au moulin à une possible issue institutionnelle, à la colère sociale et aux mobilisations. Et on avait cette responsabilité absolue, parce qu'on le sait que ça s'est fait dans plein d'autres pays à l'échelle internationale, que le retour de bâton, il est extrêmement méchant. On l'a vu en Grèce, au Brésil, au Portugal, de maintenir en fait une autre option politique que la construction de partis larges ou de solutions ou de combos institutionnels. Donc nous, ce qu'on a jugé déterminant à partir de cette situation, c'était de continuer à proposer une autre politique, d'avoir un outil politique pour le faire, de coordonner les luttes, par exemple, pour les tourner vers un affrontement généralisé avec le pouvoir de la bourgeoisie. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait immédiatement avec nos moyens, nos drapeaux déployés dès fin décembre, début janvier 2023, dans la foulée en fait de ce congrès de scission-exclusion, avec le mouvement retraite de 2023. Notre présence aux élections européennes de mai 2024, puis aux élections législatives anticipées de juin dernier, 2024, ont été également des déclinaisons utiles et nécessaires à la popularisation de cette orientation. Notre capacité à nous présenter aux européennes, avec un effort financier et militant qui allait avec quand même, à mener une campagne à l'échelle nationale, de faire des meetings avec l'ensemble de nos porte-paroles dans de nombreuses villes. Et puis ensuite, avec le coup de tonnerre des élections législatives anticipées de 2024, évidemment imprévu. Alors imprévu pour tout le monde et donc imprévu aussi pour notre trésorerie et nos capacités militantes. La difficulté à répondre à ça. Notre adresse à lutte ouvrière et notre détermination à en être de toute façon, et le geste politique en étant capable quand même d'assumer un certain nombre de présences dans des circonscriptions, d'appeler à voter lutte ouvrière partout ailleurs, dans le cadre de notre politique de la nécessité d'un pôle des révolutionnaires, sur lequel évidemment on reviendra plus en détail au cours de l'atelier. Alors pour mener à bien tout ça, oui, il nous a fallu disputer la légitimité du NPA de 2009, pas l'orientation politique menée par son ancienne direction historique, mais la légitimité, parce que les camarades comme Poutou, Besancenot et d'autres voulaient s'arroger entièrement cette légitimité. Pour ça, ça voulait dire effectivement ne pas se faire dépouiller des moyens de militer, ni d'abandonner le nom du NPA, pour à la fois montrer la continuité avec cette organisation, qui est quand même connue à une large échelle et identifiée par des travailleurs et des travailleuses comme une organisation différente des organisations de la gauche institutionnelle. Pour ça, il a fallu qu'on rebâtisse, maintienne une structure organisationnelle. Il a fallu faire face à l'urgence. On a arraché, je ne reviens pas dans le détail ici, mais on pourra, si d'autres camarades le souhaitent, un accord de séparation à l'amiable avec les camarades devenus l'NPA, l'anticapitaliste. On a mené un certain nombre de démarches juridiques et financières qui nous ont permis de garder le local national du NPA, d'assurer en fait notre vie, à l'échelle de l'ensemble des villes où nous militons, où nous avions des camarades. Et ça, en fait, c'était aussi faire mentir derrière cette bagarre pour la légitimité, faire mentir les pronostics des camarades provoquant la scission, peut-être aussi d'autres révolutionnaires qui pensaient qu'on allait s'éclater façon Pulse, comme souvent dans le mouvement trotskiste, c'est-à-dire que, évidemment, ce travers un peu de la culture de la différence, qui est aussi, quand même, très souvent synonyme du refus
d'assumer des responsabilités qui incombent aujourd'hui aux révolutionnaires, c'est-à-dire d'arrêter de se penser comme des éternels minoritaires ou comme des mouches du coche de la gauche réformiste. Mais au contraire, le fait de vouloir assumer pleinement un rôle politique à la hauteur de l'urgence de la situation. Alors sans se la raconter, par exemple de façon proclamatoire, comme parfois ça existe, nouvelle période, nouveau parti, nouvelle internationale, mais sans se contenter non plus de commenter la situation politique et sociale, parce qu'on serait un peu frappé d'impuissance par une espèce de logique de repli identitaire. Alors oui, c'est un peu avec cette hauteur de vue, alors sans fausse modestie, on a abordé la construction de ce qui est devenu une nouvelle organisation aujourd'hui, car oui, nous nous sommes à la fois construits, renforcés et transformés à travers cette bataille pour le maintien d'une organisation à l'échelle nationale de plusieurs centaines de camarades militant ensemble. On s'est transformés nous-mêmes, chacun des courants qui composaient cette organisation, mais plus fondamentalement, chacun et chacune des militantes que nous sommes aujourd'hui pour devenir sans prétention quelque chose de meilleur. Alors oui, on ne s'est pas assis autour des tables comme parfois ça a pu être utilisé dans le passé pour élaborer des textes programmatiques, mais on s'est aussi beaucoup assis pour écrire, pour pouvoir agir ensuite, se lever et intervenir dans la situation, pour peser dans la situation. Oui, on a écrit beaucoup. On a écrit des centaines d'éditoriaux hebdomadaires pour nos bulletins d'entreprise, pour nos centaines de bulletins d'entreprise, abordant des sujets aussi difficiles quand ça nous est tombé dessus, que de caractériser à la fois notre solidarité intangible avec le peuple palestinien, notre dénonciation de la politique des impérialistes, soutien au génocidaire Netanyahou, mais aussi évidemment une ligne se démarquant de l'opportunisme vis-à-vis des organisations nationalistes comme le Hamas. Il a fallu aussi écrire sur la caractérisation de la guerre en Ukraine, sur la nature des impérialismes chinois, russes, sur les transformations, par exemple, de l'appareil répressif, l'autoritarisme de Macron, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fait simplement de l'activisme et du recrutement. Nous avons ici élaboré un corpus en fait théorico-pratique d'intervention, des centaines d'articles pour notre presse, puisque nous avons sorti un journal assez rapidement. Nous avons fait éditer, imprimer des professions de foi pour nos présences aux élections européennes et législatives. Quelque part, le plus grand tirage que nous ayons eu, puisque c'est plusieurs dizaines de millions de professions de foi pour les élections européennes et sans doute quelques centaines de milliers pour les élections législatives, des milliers de bulletins distribués aux portes des entreprises, des tracts, des communiqués de presse. Nous avons aussi contribué à l'émergence de cadres unitaires, ou bien nous avons participé à certains et certaines de ces regroupements ou fronts de lutte, notamment autour de la Palestine ou notamment au sein de la jeunesse contre la restriction des budgets dans les universités. Notre journal, avec son comité de publication, est une des réussites de cette construction par la fusion. Le parti, c'est le journal, comme disait l'autre. Le rédiger ensemble, le maqueter ensemble, le diffuser ensemble, le lire, le vendre, à des ventes régulières qui entraînent des rapports, des discussions à une échelle parfois inédite pour beaucoup de camarades, y compris des plus anciens et anciennes d'entre nous. Critiquer le journal en comité, participer à nourrir son contenu. L'outil qui est devenu aujourd'hui révolutionnaire est un bon exemple de la méthode employée, à la fois militer vers l'extérieur, répondre aux préoccupations de notre classe, relater nos interventions ouvrières et dans la jeunesse, abonner nos proches. D'ailleurs, on le dit, on lance à l'occasion de ces troisièmes rencontres d'été révolutionnaires et jusqu'à la fin du mois de septembre une campagne d'abonnement à notre journal. C'est un des chantiers que nous sommes fixés à notre congrès. Voilà, donc n'hésitez pas à participer de manière active à cette campagne. On aura l'occasion, je pense, peut-être d'en discuter en détail. Parmi les autres chantiers liés à cette fusion, la mise en place d'une commission formation au niveau national pour avancer dans l'homogénéisation de nos
pratiques de recrutement, mais aussi de partage de notre capital théorico-pratique. Voilà, et donc pour terminer là-dessus, c'est vrai que cette expérience-là, nous souhaitons évidemment la mener avec l'ensemble des camarades de l'organisation. On aura l'occasion d'en débattre. C'est vrai qu'on regrette que les camarades de démocratie révolutionnaire ne participent pas à cette étape encore, ni au comité de publication, ni à la commission nationale formation. À notre avis, c'est une erreur, si ce n'est un geste de défiance à l'égard de ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, tous et toutes ensemble. Merci Marie, c'est à Laurent. Ouais, d'accord. Oui, bonjour. Donc, Laurent de Démocratie Révolutionnaire. Bon, moi, je voudrais commencer par une réaction sur le titre de ce débat. Et voilà, après le congrès du NPA révolutionnaire, où on est notre parti. Alors, nous voilà donc un parti. Alors que quand même, jusque-là, moi, dans le mouvement révolutionnaire, on parlait toujours d'organisation. Mais ce n'était pas qu'un détail. Il y avait vraiment ce raisonnement où on se pensait comme une tendance d'un futur parti qui était à construire. Et je crois qu'il y a là une surévaluation à l'image de notre congrès axé sur le bilan organisationnel, qui était forcément positif. Mais notre bilan, moi je ne pense pas que ce soit un bilan d'autosatisfaction au regard des difficultés que le mouvement révolutionnaire rencontre aujourd'hui. Et quelque part, le bluff de se dire parti nous évite de discuter sérieusement des voies et des moyens pour l'émergence d'un parti révolutionnaire des travailleurs, c'est-à-dire comment travailler à rassembler notre camp social et politique. Et ça, c'est vraiment une question d'orientation. Et pour nous, la question du parti ne peut se réduire au débat porté par les camarades lors du congrès, partir de ce que nous sommes pour construire le parti que nous voulons, qui est une vision autocentrée, qui se traduit par la politique, de la fusion par la construction, sans discussion justement des désaccords. Et cette fusion d'ailleurs reste quand même bien confuse, puisque suite aux différentes AG de chaque fraction qui se sont tenues début juillet, chacune a décidé de se constituer en tendance, sans mettre par écrit les bases politiques qui les définissent. Nous verrons comment cela se fait. Alors, nous aurions pourtant bien besoin de mener le débat démocratique sur ce qui nous est commun et sur nos différences, c'est-à-dire sur la situation et nos tâches dans notre organisation, comme au niveau de l'ensemble du mouvement révolutionnaire, qui est bien trop dominé par sa propre, chacun par sa propre recette organisationnelle pour construire le parti. Oui, les travailleurs ont besoin de s'organiser politiquement sur leur terrain de classe et en toute indépendance des institutions et des partis de gauche gouvernementales, en vue d'exproprier politiquement et économiquement la classe capitaliste. Nous pensons que cela doit être le sens de notre agitation et de notre propagande socialiste, communiste. Mais pour cela, nous ne partons pas de nous-mêmes, ni d'un modèle de parti tout fait. Nous partons du niveau de conscience du monde du travail, de son organisation, du mouvement révolutionnaire dans son ensemble et des données de la période, des possibilités qu'elle ouvre. Et de ce point de vue, nous avons besoin de réajuster nos éléments d'analyse. Il devient évident que nous vivons un basculement, un moment de rupture où situation internationale et crise politique en France, en particulier, sont totalement imbriquées. On comprend, c'est quelque chose que l'on ressent tous autour de nous, au boulot, etc. Jamais on a discuté autant de ce qui se passe, de Trump, vraiment de toute cette situation-là. Alors cette situation est avant tout marquée d'abord par une crise d'accumulation du capital, où les profits des multinationales explosent alors que l'économie stagne, n'offrant plus assez d'investissements rentables à cette masse de capitaux qui se jette dans la spéculation financière. Sous la pression de cette crise de rentabilité, les contradictions entre l'économie mondialisée et sa division en États rivaux s'exacerbent aujourd'hui. Et c'est le sens de la politique de Trump et des classes dominantes américaines, tenter de maintenir leur hégémonie par le rapport de force, quitte à provoquer un véritable chaos. Et c'est cette politique qui alimente aujourd'hui le militarisme et la guerre. En Ukraine, où aujourd'hui Trump veut récupérer la mise de cette guerre par procuration, provoquée par l'offensive des États-Unis pour plier la Russie à leur suprématie.
au Moyen-Orient où Netanyahou ne pourrait mener sa guerre génocidaire à Gaza, en Cisjordanie et même ses bombardements en Iran, sans l'appui total des États-Unis. Alors cette politique guerrière pour le pillage des ressources, elle se combine avec la guerre commerciale qui vient encore de s'accélérer cet été. Tout cela ne peut qu'aggraver la stagnation économique, voire la récession, une explosion de la dette et la menace d'un krach financier. Alors face à une telle fuite en avant du capitalisme, les bourgeoisies ne connaissent qu'une recette, c'est accroître l'exploitation du travail, le pillage de la nature, alors que cet été, on a vu la crise climatique qui bat son plein entre la canicule ou les incendies. Et la politique de Bayrou sur le budget, justement, elle s'inscrit dans cette offensive. C'est-à-dire imposer la régression sociale aux classes populaires pour subventionner sans fin les capitalistes et le CAC 40. C'est aussi tout ça qui nourrit d'ailleurs la montée des partis réactionnaires, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France, avec le RN, Retailleau, Darmanin, autant de démagogues d'extrême droite, prêts à faire le sale boulot pour la bourgeoisie, qui veut de l'ordre pour ses profits, et qui craint en même temps les réactions de colère des travailleurs et de la jeunesse. Et de ce point de vue, le suicide politique de Bayrou, qui tente d'étouffer la rue et la grève dans une manœuvre parlementaire le 8 septembre, risque fort de se retourner contre eux en donnant confiance à tous ceux qui comptent sur la lutte pour changer leur sort. Alors on le voit d'ailleurs à la façon dont ce 10 septembre vient chambouler les choses. La situation d'un côté est lourde de menaces, mais signifie aussi des ruptures, des prises de conscience sur la nécessité de s'organiser parmi des couches de travailleurs et de la jeunesse. Et c'est ce qu'on voit se dérouler avec cet appel démarré sur les réseaux sociaux, hors des appareils et hors de leur routine. Alors on l'a vu avec ces AG qui ont lieu durant les congés. On voit aujourd'hui des militants justement des mouvements précédents, des AG interpro qui se retrouvent à ces occasions, et y compris dans les entreprises où justement cet appel du 10 rencontre une véritable sympathie avec vraiment des camarades qui disent il faut qu'on y aille, etc., etc. Et ça exerce une pression à la base sur laquelle justement on peut discuter aujourd'hui, prendre nos affaires en main sans rien attendre du calendrier parlementaire. Les appareils, en même temps, se retrouvent clairement bousculés et même paniqués par cette rentrée. Ils n'ont aucune réponse à la crise qui est en cours, tellement ils sont moulés dans le dialogue social et les institutions. Alors on l'a vu cette année, entre le conclave que la direction de la CGT a dû quitter devant le mécontentement dans les syndicats, ce qui l'a pas empêché d'ailleurs de réclamer et de participer avec la CFDT à une cellule de crise avec le gouvernement suite aux annonces de Trump sur les droits de douane. Bref, ils se voient tous en conseillers du gouvernement et du patronat, alors qu'en face, ils mènent une brutale offensive contre l'ensemble des travailleurs. Mais justement, tout ça, aujourd'hui, c'est en train de heurter bien des consciences autour de nous et de transformer les choses. Alors l'évolution, de ce point de vue-là, du capitalisme vers la faillite, elle laisse aucun grain à moudre aux dirigeants syndicaux pour assurer leur contrôle sur les masses. Elle ne laisse aucune perspective de plus grande intégration sociale et politique aux travailleurs en annonçant une austérité sans fin pour alimenter la dette creusée par les capitalistes eux-mêmes ou pour financer la politique de guerre dans laquelle ils veulent nous embringuer. Le réformisme n'a plus de base matérielle. Cela ne signifie pas que les appareils ont disparu. Bien évidemment, la gauche syndicale et politique, on le voit, est toujours prête à chercher à dévoyer les colères et les luttes sur le terrain institutionnel pour défendre ses positions et ses privilèges. Mais elle a abdiqué de réformer le système auquel elle est totalement intégrée. Et tout cela opère justement des ruptures que nous avons besoin de mesurer et sur lesquelles justement on peut s'appuyer. Alors au travers de la situation qui s'ouvre, nous pensons qu'il s'agit de donner aujourd'hui un contenu dynamique et démocratique, stratégique à la politique du pôle des révolutionnaires. Ce n'est pas un simple slogan. Alors dire que le système est hors de contrôle, ça ne signifie pas que de cette faillite naîtra automatiquement une société socialiste, mais que l'effondrement du système qui est en route crée les conditions objectives et subjectives de sa transformation révolutionnaire. Et dans un tel contexte, les consciences des travailleurs autour de nous se transforment, et c'est à partir de ces évolutions que nous devons discuter d'une politique, d'une stratégie révolutionnaire, d'un programme, comme axe de regroupement de ce parti des travailleurs que nous voulons construire.
Les luttes pour les revendications immédiates deviennent rapidement aujourd'hui des luttes politiques. On le voit avec la question des fermetures d'entreprises qui pose l'urgence d'interdire les licenciements en organisant et en partageant le travail entre tous et toutes, en imposant notre contrôle sur le compte des entreprises comme sur les comptes de l'État et qui pose l'exigence de la réquisition sans indemnité ni rachat sous le contrôle des salariés. De fait, ces luttes contre le budget, contre les licenciements, pour les salaires, nos droits sont indissociables de la lutte pour la démocratie et contre la guerre, contre l'extrême droite, posant le problème de la conquête du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes, du socialisme. La discussion sur le programme et la stratégie n'est pas une discussion abstraite. Ce n'est pas un programme pour plus tard, pour quand les travailleurs entreront en lutte, mais les réponses du monde du travail face au capitalisme sénile qui nous mène aujourd'hui dans le mur et que nous avons à discuter dans les mouvements de colère qui s'annoncent, dans les AG, dans la politisation qui va immanquablement se développer et face à ceux y compris qui voudraient l'enfermer dans les impasses parlementaires. Alors dans ces conditions, je le dis rapidement, mais la question des élections se pose en lien avec les mobilisations. Et notre politique pour un pôle des révolutionnaires ne peut se limiter à rechercher un accord avec LO. Alors pour conclure, je dirais qu'au travers de cette discussion sur la période et les tâches, le programme, la stratégie, nous avons devant nous un vaste travail pour refonder le mouvement révolutionnaire et contribuer à unifier les militants des différentes fractions révolutionnaires, lier les différents groupes locaux entre eux, réunir dans le même cadre organisationnel toutes celles et tous ceux aujourd'hui qui veulent mener la bataille pour les droits sociaux et démocratiques, lutter contre la guerre et pour le socialisme et le communisme dans un même parti. Nous pensons que le NPAR aurait pu initier cette dynamique après la scission-exclusion du NPA, en appelant en particulier un congrès de refondation publique et en menant ce débat. Aujourd'hui, la situation, justement, nous y pousse et le NPAR a la possibilité de donner un contenu au pôle des révolutionnaires pour justement tout bloquer, pour la grève, pour dénoncer l'ennemi dans notre propre pays, comme le disaient les camarades au meeting. Bref, de nouvelles possibilités s'ouvrent devant nous. Merci Laurent, c'est à mon tour. D'abord, c'est vrai que quand on a 3 jours et demi de débat avec de nombreux ateliers pléniers, ça nous impose, et je crois que c'est une façon aussi démocratique et révolutionnaire de mener le débat, de thématiser. C'est-à-dire que si on souhaite faire un exposé général sur l'état du capitalisme dans chaque atelier, quel qu'il soit, on ne va pas réussir à avancer beaucoup dans des problèmes qui sont spécifiques et particuliers, même s'ils sont tous liés. Donc moi, je vais me concentrer sur la question qui était posée, c'est-à-dire le bilan de notre parti et surtout qu'est-ce qu'on cherche à construire. D'abord, je m'inscris en faux dans ce que dit Laurent. Non, nous n'affirmons pas à tout bout de champ que nous sommes le parti de pied en cap dont nous avons besoin. Nous affirmons même le contraire, y compris dans le texte d'orientation qui a été voté au Congrès, c'est que notre but reste, comme celui d'ailleurs de beaucoup d'autres organisations du mouvement trotskiste, j'y reviendrai, de construire un parti communiste révolutionnaire internationaliste. C'est quand même inscrit en fronton de notre journal que nous avons lancé il y a 2 ans et demi. Et il est donc, s'il faut le dire clairement, je le redis clairement, nous ne sommes pas ce parti à l'heure actuelle. Sinon, il n'y aurait pas besoin de le construire, en fait. Par ailleurs, nous affirmons aussi que nous ne sommes même pas le noyau de ce futur parti. Oui, nous sommes une organisation. Nous ne sommes pas un parti au sens historique du terme. Et d'ailleurs, aucune organisation du mouvement trotskiste ou révolutionnaire en France n'est un parti au sens strict du terme. J'ajouterais même que le NPA, fondé en 2009 sur des bases numériques beaucoup plus larges que ce que nous sommes aujourd'hui, ne l'était pas non plus. Il a choisi ce nom, d'ailleurs, on ne va pas se flageller à l'infini de s'appeler Nouveau Parti Anticapitaliste. Marie a rappelé les raisons pour lesquelles on a besoin de garder cette continuité pour se disputer un milieu à des gens qui veulent l'emmener dans les bras de Mélenchon. Nous gardons cette continuité et ça ne nous empêche pas de rendre très claire la perspective de construction que nous avons devant nous. Quel parti nous voulons ? Bah oui, il faut bien dire ce qu'on veut pour tenter d'y arriver. C'est pas, les événements ne vont pas nous porter spontanément vers le parti révolutionnaire dont nous avons besoin pour renverser le capitalisme. Pas du tout. Et les mouvements ne vont pas spontanément nous emmener vers la construction de cette organisation-là.
Pas du tout, ce sont les leçons de l'histoire. Le parti que nous voulons, pour être très clair, c'est pas le plus difficile en fait de dire ce que nous voulons. Nous voulons un parti capable de prendre le pouvoir sur la base de la classe ouvrière pour briser l'État bourgeois. C'est donc un parti de type bolchevique. Voilà. Alors est-ce qu'on y est? Non, on n'y est pas. Et toute la discussion, c'est comment on fait pour partir de l'état de l'extrême gauche aujourd'hui en France. Ah oui, on réaffirme ça aussi dans notre texte de congrès. Comment on fait pour partir de l'état dans lequel est le mouvement révolutionnaire aujourd'hui en France et dans le monde pour faire des pas vers cet objectif? On sait bien que ce ne sera pas demain. Alors, nous, c'est dans la situation politique dans laquelle on est, c'est ce qu'on a appelé très vite après la scission, la nécessité d'un pôle des révolutionnaires. Et si on dit un pôle des révolutionnaires, qu'on s'entende bien, ça vient d'une analyse politique. Oui, bien sûr, nous vivons un basculement du monde. Mais nous l'écrivons dans chaque résolution de CPN et dans de nombreux articles du journal. Nous vivons un basculement du monde qui est motivé par les rivalités impérialistes, qui est dirigé d'une certaine manière par l'impérialisme américain, qui remodifie l'ordre du monde. Ça crée une instabilité terrible, des guerres qui se multiplient et qui pourraient se généraliser. Ce basculement du monde crée des reconfigurations politiques dans tous les pays du monde. Et on a fait un camp internationaliste il y a quelques semaines. On a pu constater la similitude des situations dans les quelques pays qui étaient représentés dans ce camp. C'est-à-dire que les vieux partis de l'alternance politique sont en difficulté dans tous les pays. Voilà. Alors, ces recompositions politiques, elles sont à l'avantage de qui pour l'instant? Elles sont à l'avantage électoralement de l'extrême droite. Donc il y a une poussée de l'extrême droite sous différentes formes dans tous ces pays et qui correspond tout à fait à un symptôme évident de la situation d'instabilité du capitalisme et de montée du militarisme et de l'offensive patronale. Bon, cette poussée de l'extrême droite s'accompagne aussi d'une polarisation, c'est-à-dire de luttes qui sont très nombreuses depuis la crise de 2008, les révolutions arabes de 2011, bon je ne vous fais pas la liste, et qui, situation de polarisation et de lutte, qui touche aussi nos pays, même si nos pays riches, même si dans une moindre mesure. Alors face à ça, cette recomposition politique, désolé, mais c'est pas avec une formule « le réformisme n'a plus de grain à moudre » qu'on va se débarrasser des problèmes. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une phase de lutte aiguë en 2010-2011, suivie par quoi? Hop, l'émergence comme des champignons d'une gauche institutionnelle qui a utilisé le reflux de ces luttes pour emmener vers des solutions habituelles de la gauche, c'est-à-dire pour emmener vers les institutions de la bourgeoisie et canaliser tout ça. Ça s'appelait Podemos, ça s'appelait Syriza, ça s'appelait Sanders, ça s'appelait Corbyn. On a vu ça. Et puis qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un renouveau de cette gauche qui pourtant, immédiatement quelques années après avoir affirmé son projet d'être une gauche très très radicale et très très nouvelle et très très populiste, on voit un renouveau étalé, gouverner immédiatement avec la gauche. Bah oui, c'est les mêmes. Mélenchon, qui n'a pas eu la chance d'accéder encore au gouvernement, il a fait des élections avec le NFP, c'est-à-dire avec François Hollande, c'est-à-dire à faire élire Darmanin et Elisabeth Borne. C'est exactement ça leur projet. Et là maintenant qu'ils sont de retour dans l'opposition, regardez, Biden n'est plus président, c'est Trump, on revoit cette gauche ressurgir. Aux États-Unis, Sanders. En Angleterre, le parti de Corbyn qui vient d'être lancé. En Allemagne, Die Linke. Dans l'État espagnol, Podemos qui est sorti du gouvernement et qui maintenant veut se présenter comme une alternative. Et en France, toujours, Mélenchon d'un côté, le NFP de l'autre. Donc nous sommes toujours face à des appareils réformistes. Et ils ont un appui, cette gauche. Alors c'est pas les vieux partis communistes avec des bases ouvrières, etc. C'est vrai. Mais ils ont un appui énorme dans les bureaucraties syndicales, qui n'ont comme débouché politique dans la tête qu'une seule chose, c'est que cette gauche institutionnelle arrive au pouvoir. Bon, c'est ça la situation. Alors on peut dire le réformisme n'a plus de grain à moudre. Pourquoi faire une distinction politique avec ceux qui proposent de changer les choses par les élections, puisque de toute façon ça ne peut pas marcher, les gens s'en rendront compte automatiquement et voguent la galère? Mais non. Il faut qu'on construise des partis qui sont délimités politiquement, fermement de cette gauche. Et ça, c'est très important. C'est ça qu'on appelle le pôle des révolutionnaires. Des organisations qui s'en sont délimitées, il y en a dans le monde et en France. En France, il y a Lutte ouvrière, il y a Révolution permanente, il y a d'une certaine manière le Parti des travailleurs, et il y a nous. Et d'ailleurs, notre scission, comme l'a bien expliqué Marie, c'est exactement cette délimitation. Donc ce que nous proposons depuis le début,
c'est que ces organisations, qui sont des organisations existantes et qui militent, eh bien, se retrouvent dans un pôle, fassent front commun, ce soit dans les bagarres, c'est le plus important dans la lutte des classes, mais aussi à l'occasion des élections pour apparaître ensemble. C'est ça le pôle de révolutionnaire et c'est ça le sens qu'il prend aujourd'hui. Alors ce front commun, c'est pas non plus du tout de planter une tente au milieu de chaque village et de dire rejoignez-nous, les révolutionnaires sans organisation si nombreux dans ce pays, rejoignez-nous, nous allons faire un congrès ouvert et ils vont venir tout seuls. Mais vous avez vu que c'est la situation. Quel est le camarade qui peut nous dire oui, dans ma ville, ce milieu, je l'ai autour de moi? C'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors si on faisait ça, d'ailleurs, je tiens à le dire aux camarades de DR quand même, si on faisait ça, la politique que vous proposez, qu'est-ce qu'on ferait? On dirait congrès ouvert, nous sommes le pôle des révolutionnaires. Et on aurait quoi? Le NPAR qui se présenterait comme le pôle des révolutionnaires déjà accompli. C'est-à-dire qu'on aurait un truc faux, très très faux. On dirait nous sommes le pôle des révolutionnaires à nous tout seuls. Nous ne le sommes pas. Ça n'est pas vrai. Il y a des organisations, nous nous adressons à elles. Et pour s'adresser aux organisations, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par exister nous-mêmes en tant qu'organisation. On commence par prouver qu'on est sérieux dans nos affaires, que ce soit dans l'intervention dans les luttes, dans la construction dans la classe ouvrière, que ce soit dans le recrutement dans la jeunesse et dans l'apparition à plus grande échelle électorale. Alors, ce pôle des révolutionnaires, pourquoi on le pratique en s'adressant aujourd'hui en France à toute l'extrême gauche et d'abord à lutte ouvrière? Pourquoi? Parce que l'extrême gauche en France, il y a lutte ouvrière, le PT, RP, nous. Et après, il y a d'autres organisations qui sont plus petites, j'y reviendrai pas. En vérité, les discussions, on peut les mener avec toutes ces organisations. Le Parti des travailleurs a une politique qui s'éloigne plus de nos réflexes habituels. C'est lié à l'histoire du lambertisme. Et si vous regardez aujourd'hui leurs expressions au sujet du 10 septembre, on comprendra les difficultés qu'il y aurait à prendre des initiatives communes. Avec RP, nous avons proposé des initiatives communes, que ce soit aux élections ou dans les luttes. Parfois, on a des difficultés qui sont plus relationnelles d'une certaine manière. C'est vrai que sur le positionnement politique, mais tout ça est lié. Et avec Lutte ouvrière, on continue, bien sûr, à faire des propositions dès qu'on le peut. Toute politique que nous assumons en tant que NPAR est une politique que nous proposons et que nous adressons aux autres organisations révolutionnaires. Et ça, c'est une forme d'hygiène politique si on a en tête sérieusement le pôle des révolutionnaires. Alors, je voudrais continuer un peu, mais pas trop longtemps, en posant quelques questions pour soulever le débat. On a dans notre texte de congrès, vous l'avez tous lu attentivement et retenu, on a deux formules pour caractériser l'organisation que nous souhaitons construire. Et je voudrais y revenir un peu pour discuter, parce que je crois que ça a été discuté dans quelques AG, mais pas forcément partout. On dit dans un paragraphe que nous souhaitons construire une organisation de cadre, c'est-à-dire une organisation militante, formée, etc., etc. Et dans un autre paragraphe qu'on souhaite construire un petit parti du prolétariat. Alors évidemment, en apparence, des esprits malins pourraient trouver ça tout à fait contradictoire. Je ne crois pas que ce soit contradictoire et je crois que ça touche exactement à la méthode qu'on veut pour construire cette fois-ci le NPAR. Le NPAR qu'on est en train de construire, c'est une organisation militante. C'est une organisation militante, ce n'est pas du tout une organisation d'adhérence, c'est une organisation militante avec des critères pour y entrer, le fait de participer à des activités, de les discuter, de les soumettre à la critique de ses camarades, de s'engager à critiquer les activités des autres et à les discuter. C'est une organisation militante et c'est une organisation centralisée, et même plus centralisée en réalité que le NPA précédent. D'ailleurs, dans ce sens-là, c'est les efforts qui sont devant nous et que Marie a souligné, commission formation, structuration régionale, la presse s'est quand même déjà bien entamée, même si il faut s'abonner. Dans ce sens-là, oui, c'est ce qu'on veut dire par on veut construire une organisation de cadre, entre guillemets. Alors, en même temps, cette organisation militante, elle a une priorité. Numéro 1, c'est la construction et l'implantation dans la classe ouvrière. Et pour ça, bien sûr, il faut accueillir dans le parti plus facilement les travailleurs du rang
que ce qu'on appellerait les intellectuels, pas au sens qu'ils sont vraiment très intellectuels, mais au sens des professions intellectuelles, étudiants et profs. On n'a rien à craindre de la pénétration d'un milieu prolétarien dans l'organisation. Malheureusement d'ailleurs, en vérité, on en manque. Ça ne nous exposerait pas à des pressions venues de la petite bourgeoisie, à l'inverse justement d'ouvrir les portes en grand à des milieux intellectuels avec tous les guillemets que je mets à la formule. Donc les critères d'intégration d'un parti de masse pour les éléments ouvriers, les critères d'une orga de cadre pour ceux issus des lycées, des facs, des professions intermédiaires comme les profs. Et une solide formation pour tous et toutes, y compris pour former des cadres ouvriers, bien entendu, et surtout, qui ne seraient pas que des camarades étudiants qui ont fait le choix conscient de s'établir. C'est des choses qui sont devant nous, hein. C'est très difficile. Je dis ça comme ça, mais bon, chacun dans son activité a constaté que c'était les difficultés que nous avions. Et faire ça, en fait, se donner ce programme, avec bien sûr le développement de l'organisation. Le développement de l'organisation, il passe par le recrutement, qui est aujourd'hui assuré par son secteur jeune, de manière pas mal d'ailleurs, on leur tire notre chapeau. Tout ça, ça nécessite de se battre sur tous les fronts, c'est-à-dire le front de l'intervention, évidemment, c'est le plus important, le front du recrutement, la construction pratique, la définition d'une ligne politique. Parce que, comme l'a dit Marie, je suis désolé, mais les discussions, on les a tout le temps, on les a plusieurs fois, on les a à plein d'échelles, du comité, au bureau de Fédé, à l'AG régional, au comité de publication, au CPN, en permanence. On discute beaucoup et c'est très bien et c'est très nécessaire vu les changements rapides auxquels on assiste. Alors, en même temps que tout ça, il faut toujours chercher, il y a la construction patiente, mais il faut toujours chercher les occasions de franchir des caps. Les occasions de franchir des caps, c'est par exemple se porter à la tête de mouvement. Et ça, c'est possible. On est petit, tout nous dépasse, évidemment, c'est vrai. Mais c'est dans les mouvements et quand il y a une activité réelle qu'une poignée de militants peut faire basculer des situations. Et ça, c'est quand même, d'ailleurs on l'a vu au camp internationaliste dont je parlais tout à l'heure, ce qui réunit nos 5 groupes qui forment le groupe des 5 dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est en fait, je vais dire, c'est même pas des grandes caractérisations politiques, c'est qu'on a dans notre ADN de saisir toutes les occasions d'intervention par les cheveux, sans jamais se dire on est trop petit pour. Oh, c'est pas grave, on n'est pas des bluffeurs. On ne va pas dire le 10, c'est nous qui allons mettre en grève, etc. Mais dans une situation de montée des luttes, si jamais vous avez un camarade bien placé dans une boîte emblématique, mais vous pouvez renverser des montagnes. C'est des leviers. Et c'est ça qu'il faut viser. Alors, justement, pour avoir passé des caps, il y a les luttes. J'y reviendrai tout à la fin. Mais l'extrême gauche dans ce pays, elle s'est construite aussi en passant des caps de visibilité dans les élections. Il ne faut pas oublier quand même, c'est une petite leçon des 50 dernières années, Laguillet, Besancenot, etc. Donc il faut aussi qu'on soit à la hauteur de ça. Il va falloir qu'on fasse une activité en parallèle de tout, parce qu'il faut tout mener de front. Là, ça va être beaucoup à partir de... Mais bon, on est content quand on a beaucoup de travail. C'est si on n'a rien à faire qu'on est mécontent. Donc ça va être beaucoup, mais il va falloir mener de front une activité qui va nous permettre, financièrement, matériellement, politiquement, d'être présent dans toutes les échéances électorales à venir. Celles qu'on connaît, les municipales de 2026, et celles qu'on ne connaît pas encore. On verra. Alors, quelle qu'elle soit, avec toutes les difficultés des législatives ou des présidentielles, que vous connaissez tous. Mais ça nécessite des moyens et de la préparation, et ça nécessite de discuter avec nos milieux l'intérêt politique, etc. L'intérêt politique de se présenter. Je ne vais pas faire un grand discours, vous le connaissez tous. Mais nous pousserons, comme aux européennes, comme aux législatives, dans toutes les situations concrètes, puisque ça dépend des scrutins, ça dépend des relations qu'on a avec les autres organisations, nous pousserons pour qu'il y ait des candidatures communes. De quoi ? De l'extrême gauche révolutionnaire. Ça ne veut pas dire de tout le monde jusqu'à la FI, unité. C'est pas du tout ça, évidemment. L'extrême gauche révolutionnaire, c'est tous les groupes qui sont prêts à faire des efforts pour présenter leurs idées aux travailleurs en montrant en quoi elles se démarquent. Elles sont totalement indépendantes et différentes
de la gauche institutionnelle, c'est-à-dire bien sûr en France jusqu'à l'AFI de Mélenchon, sans aucun point de contact politique avec ces gens-là. Tout cela, ils devraient former un pôle pour exister, y compris dans les élections. Alors, je termine en 3 minutes. Notre organisation telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle ne va pas changer en une semaine, c'est notre organisation qui va nous servir à intervenir le mieux possible politiquement dans les événements qui vont se déclencher avant et après le 10 septembre. Donc c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, la preuve du pudding c'est qu'il se mange, et la preuve de si on sert à quelque chose, c'est qu'on serve à quelque chose la semaine prochaine en fait. Donc il faut se préparer à ça. Les nécessités du 10, c'est comme dans tous les mouvements, si ça devient un mouvement, disputer la direction de ce mouvement à la gauche aux bureaucraties syndicales, c'est ça les nécessités. Évidemment, disputer la direction, ça veut dire en être, amener des forces, lui donner un certain caractère, la grève, les milieux de travailleurs, l'explosivité de la jeunesse, et avoir une politique. Et une politique, c'est à rebours de tous les calculs institutionnels, de ceux qui veulent la grève générale pour que Macron démissionne pour des nouvelles élections, mais qui veulent plus des nouvelles élections que la grève générale. À rebours de tous ces calculs institutionnels, on pense que la solution politique, elle vient des travailleurs en lutte et de la jeunesse. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il va falloir être. Et ça veut dire qu'on a un dispositif. Ça veut dire qu'on utilise tous les leviers de notre petite organisation pour communiquer au jour le jour, voire peut-être heure par heure. Vous avez vu quand même que rien que pendant les 3 jours des RER, nos discussions autour de 10 ont changé. Elles avaient changé la veille parce qu'il y avait une tentative d'appel à la grève générale du côté de la gauche institutionnelle. Elles ont changé hier soir parce qu'il y a eu le harakiri de Bayrou pour couper l'herbe sous le pied, etc., etc. Bon, ça, Laurent l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Et elles vont encore changer demain. Et le plus important, quand on est face à une crise politique larvée de la bourgeoisie, qui est liée bien sûr à ces difficultés dans la situation instable qu'on a dite, le plus important, c'est que cette crise politique, si elle reste dans le Parlement, c'est le rôle du Parlement que de gérer ce genre de petit épisode. Mais c'est quand elle sort du Parlement, c'est quand elle va dans la rue. Et là, avec les appels au 10 septembre, avec les possibilités que ça peut ouvrir, c'est exactement le moment qu'on est en train de vivre. Donc c'est ça la possibilité qu'il faut qu'on appuie avec des prises d'initiative. Et ces prises d'initiative, elles peuvent être que les plus nombreuses et les plus importantes et avec le plus de poids en fonction de nos implantations. C'est pour ça qu'on cherche à s'implanter en permanence. C'est pour des moments comme ça. Voilà. Alors, c'est notre ADN, saisir les occasions par les cheveux. On avance et puis on voit, du comité à la Fédé, au parti, on discute. Le plus important, c'est de faire. Et puis, on s'en parle tout le temps, comme on a fait pour le mouvement Palestine, comme on a fait toutes les tentatives autour des licenciements, comme les jeunes camarades, ils ont fait déjà autour des budgets dans les facs. Bon, là, c'est le budget de tout le monde, c'est pas que les facs, c'est tant mieux, ils étaient à l'avant-garde. Et comme on a fait autour de la répression de nos camarades et de bien d'autres autour du 12 juin et du 10 juillet.